Alors justement, pour répondre à votre question, monsieur, je pense que les réponses vont arriver maintenant avec les propos de Patrick Bouillot, qui est président du syndicat des endocrinologues, et qui va nous présenter un projet qui nous est cher au sein de l'USP, c'est celui des regroupements de spécialistes, et des maisons de spécialistes en particulier. Je vais vous parler d'un projet de regroupement des spécialités cliniques, essentiellement sous l'angle des maisons de spécialistes. Et je vais prendre, pour commencer, l'exemple du projet de maison de spécialistes dans la Nièvre. Projet que je connais bien puisque j'en suis l'animateur, projet qu'on mène depuis maintenant 2 bonnes années. La Nièvre, c'est des indicateurs préoccupants du côté de la demande de soins, parce que c'est une population vieillissante, donc ce qui signifie augmentation de la demande de soins. C'est aussi une population plus dépendante et ou moins mobile. C'est un département qui malheureusement est en décroissance démographique. C'est un profil sociodémographique qui correspond à un territoire défavorisé. On a des indicateurs qui sont péjoratifs en termes de précarité, de pauvreté, avec toutes les conséquences que l'on peut imaginer sur l'état de santé et les besoins de soins, une mortalité prématurée plus élevée et des forts taux de prévalence des ALD dans ce département. Et c'est aussi dans la Nièvre des besoins de prise en charge importants dans le champ d'exercice des médecins spécialistes cliniciens. Les indicateurs ne sont pas moins préoccupants du côté de l'offre de soins, puisque la population médicale est plus âgée que la moyenne régionale, mais aussi beaucoup plus âgée que la moyenne nationale, avec en 2010 une moyenne d'âge des spécialistes cliniciens de 55 ans, avec 60% qui étaient âgés d'au moins 55 ans, un état critique pour presque toutes les spécialités, avec une densité inférieure à la densité moyenne régionale, et une proportion de médecins spécialistes cliniciens qui ont plus de 55 ans supérieure à 50%. Et puis surtout des perspectives de démographie médicale très préoccupantes d'ici 2021. Si on ne fait rien, l'effectif des médecins spécialistes cliniciens aura diminué de 50%. Certaines spécialités ne seront plus représentées. Et quant aux médecins spécialistes cliniciens qui seront encore en exercice, ils auront 60 ans en moyenne et 80% auront plus de 55 ans. Donc vous voyez que c'est quand même assez préoccupant. Donc on est quand même un certain nombre de spécialistes cliniciens de la Nièvre à s'être inquiétés depuis un certain nombre d'années. Et en 2009, on a évoqué cette possibilité de projet de maison des spécialistes. Pour cela, on a fait une étude avec un financement ARS et URML Bourgogne, une étude pour montrer que c'était un projet qui était opportun. On a vu, je vous ai montré les indicateurs, donc c'est un projet opportun, c'était faisable, il fallait s'assurer que c'était faisable, qu'il y avait suffisamment de gens motivés et mobilisés pour le projet, et puis c'était surtout un projet qui pouvait s'inscrire dans la durée. Donc l'étude a répondu positivement. On a en 2011 obtenu un petit financement à la fois ARS et URPS, Médecins Libéraux de Bourgogne et enseignants URML. Il faut dire que je suis le vice-président du RPS Médecins Libéraux de Bourgogne, donc ça aide un peu. Et on a donc pu faire une phase d'accompagnement à cette mise en place de la maison des spécialistes, surtout pour élaborer notre projet médical. Et enfin, on a créé une association, qu'on a appelée Association pour la promotion de la médecine de spécialité clinique de proximité de la Nièvre, dont un des objectifs, bien sûr, est de porter ce projet de maison des spécialistes. Alors, notre projet médical, il faut bien voir qu'il est d'abord et avant tout au service de la population du territoire de santé de la Nièvre et qu'il est assis sur, grosso modo, 3 axes stratégiques. Le premier, c'est améliorer les conditions de travail des médecins spécialistes cliniciens, par exemple en mutualisant les charges, en sauvegardant du temps médical. C'est augmenter l'attractivité du territoire en attirant de jeunes médecins spécialistes, car c'est bien là le nœud du problème. Et puis c'est aussi étendre, dynamiser l'offre de soins pour améliorer la prise en charge des patients. Alors, je vais vous présenter vraiment très schématiquement ce projet. D'abord, il s'inscrit, et ça me paraît être important à signaler, dans un environnement. On tient bien évidemment, on colle à la réalité du terrain. On a des cliniques, un centre hospitalier, des patients, des médecins libéraux
qui sont des généralistes, mais qui sont aussi des spécialistes de plateau technique. On a d'autres professionnels de santé, etc., etc. Donc, compte tenu de cet environnement, on a élaboré ce projet, disons, avec deux fonctions principales dans cette maison des spécialistes. Quelque chose d'un peu plus classique qui serait bien sûr une maison d'exercice. Et puis, et c'est là, je pense, surtout l'originalité du projet, c'est un centre de ressources. Un centre de ressources qui est ouvert à tous les spécialistes cliniciens qui le souhaiteront, même s'ils ne souhaitent pas s'installer dans la maison d'exercice. Et à partir de ces deux grandes fonctions, on a donc décliné un certain nombre de vocations. Donc dans la maison d'exercice, bien sûr, ça va être un centre où on va faire des consultations spécialisées, mais ça va aussi être un centre où on va avoir un plateau qu'on a appelé technique, qu'on pourrait plutôt appeler un plateau clinique, pour faire un certain nombre d'actes, je dirais de petits actes techniques. Ça sera aussi un endroit où on va faire de l'éducation thérapeutique, alors qu'on a qualifié là de deuxième niveau, c'est-à-dire qu'on est dans notre rôle de spécialiste là, et on va faire de l'éducation thérapeutique, je dirais, de second recours sur des pathologies complexes ou des polypathologies. Et puis, on veut aussi s'intéresser, et ça me paraît très important, à la prévention et avoir donc de structurer une offre de prévention, de dépistage, de promotion de la santé. Concernant le centre de ressources, voilà, bien sûr, le centre de ressources, ça va être une plateforme de services mutualisés mis à disposition de tous les médecins spécialistes cliniciens. Ça va être aussi, et ça c'est très important, une coordination. On va essayer de favoriser la coordination autour du parcours de soins du patient. Alors, bon, je pourrais vous en parler longuement, mais là, je n'ai pas le temps, avec tout un tas de sujets de réflexion qu'on a eu sur le sujet. Je passe parce que ça serait trop long. Très important pour nous, c'est une fonction pour promouvoir l'installation libérale auprès des jeunes et des internes et des jeunes spécialistes cliniciens. Et puis, toujours, dans le cas d'éducation thérapeutique, on veut avoir vocation à mettre en place un centre de référence départementale pour élaborer, pour formaliser des programmes d'éducation thérapeutique en lien avec les acteurs de premier recours. C'est-à-dire que là, il s'agit aussi d'être aidant pour ceux qui souhaitent faire de l'éducation thérapeutique au plus près du patient. Voilà. Donc, c'était vraiment pour vous exposer très schématiquement notre projet. Alors, l'entrée d'un médecin spécialiste clinicien libéral dans cette maison des spécialistes, elle peut se faire comment ? On a un principe fondateur, c'est qu'on va élaborer une charte de cette maison des spécialistes et que bien sûr le médecin clinicien qui souhaite entrer dans la maison des spécialistes doit adhérer à la charte de fonctionnement. Et on a grosso modo 3 profils d'adhérents. Il y a le médecin qui veut s'installer à temps complet dans la maison d'exercice et qui va bien sûr contribuer au centre de ressources. Mais on a aussi le médecin spécialiste qui s'installe à temps partiel, par exemple parce qu'il a une activité hospitalière. C'est-à-dire qu'il va partager son temps entre la maison des spécialistes et d'autres sites. Et puis, il y a le médecin spécialiste clinicien qui ne souhaite pas s'installer dans la maison d'exercice, mais qui va contribuer au centre de ressources. Et ça, c'est important parce que c'est une population de médecins qui est vieillissante. Et c'est vrai que quand on a un cabinet et qu'on est à 3 ou 4 ans de la retraite, on n'a pas forcément envie d'aller déménager son cabinet. Par contre, on peut avoir envie de travailler avec les autres, de se coordonner, de participer, je dirais, à cette dynamique. Donc voilà un petit peu les possibilités. C'est en fait à la carte, et ça me paraît très important. On ne peut pas du jour au lendemain dire on va mettre une maison et puis tout le monde va venir dedans. On va commencer, on va faire une maison d'exercice, ceux qui voudront venir viendront, et puis tous les autres ensuite pourront adhérer au projet. Et puis je pense que quand les jeunes vont s'installer, ils s'installeront forcément dans la maison des spécialistes, parce qu'on espère qu'il y a des jeunes qui viendront, évidemment. Cette maison, bien sûr, a un réseau de partenaires. Nos partenaires privilégiés, c'est bien sûr les médecins généralistes, qui sont nos correspondants, avec qui on va mettre en place des partenariats pilotes. C'est bien évidemment les établissements de santé, et c'est aussi les pharmaciens qui sont très demandeurs de collaboration. On en est aujourd'hui, on a fini d'élaborer notre projet médical et puis on est dans la phase de déclinaison immobilière et je dois dire que c'est certainement
là, ça freine un peu, parce que, bien sûr, il faut trouver qui va porter ce projet immobilier. Comme nous sommes tous plutôt en fin de carrière qu'en début de carrière, on n'a pas envie d'investir dans l'immobilier. Et puis après tout, on est là pour apporter une solution au problème du territoire, solution qui est restée... on n'a rien fait pendant des années, les politiques n'ont rien fait. Et puis aujourd'hui, on va dans le mur. Alors c'est quand même nous, professionnels, qui nous mobilisons pour cela. On aimerait bien aussi être soutenus et aidés par les collectivités. Je dois dire que jusqu'à maintenant, tous les gens que j'ai rencontrés, que ce soit au niveau régional, au niveau local, le maire, les députés, sénateurs, etc., l'ARS, tout le monde dit c'est très bien. Puis quand on passe au sujet de, bon alors, qui va subventionner, qui va financer, évidemment, là, ça bloque un peu. Donc, on en est là aujourd'hui, bon, on a des pistes, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup d'énergie, parce qu'il faut se déplacer, il faut aller voir les gens, il faut convaincre, etc. Mais bon, c'est un projet innovant, ça n'existe pas ailleurs, donc il faut expliquer que c'est innovant. Quand vous dites c'est innovant, on vous répond, oh là là, si on pouvait faire cette innovation ailleurs, ben oui, bien sûr, c'est toujours mieux quand on essuie les plâtres ailleurs, mais enfin bon, voilà. Donc, on en est là. Bon, après, bien sûr, il y aura deux déclinaisons aussi qui vont nous prendre un peu d'énergie. C'est la déclinaison juridique, parce qu'il n'existe pas de cadre juridique. Vous avez une solution pour les maisons de santé pluridisciplinaires, qui associent généralistes et paramédicaux, mais ce n'est pas le statut qui ne correspond pas tout à fait à ce qu'on veut faire. Et puis la déclinaison informatique, qui bien sûr est un sujet extrêmement important. Au-delà de cet exemple de la Nièvre, donc, comment est-ce qu'on peut définir ce que c'est qu'une maison des spécialistes? Nous, on a essayé de donner une définition pour ce concept d'exercice qui est donc nouveau et innovant. On pourrait dire qu'une maison des spécialistes est un dispositif d'exercice de la médecine qui organise une coopération entre les médecins spécialistes cliniciens, que cette coopération porte sur des éléments matériels ou immatériels et qui soient internes ou externes au dispositif. Voilà. En tout cas, une maison des spécialistes est une réponse. C'est une réponse à l'évolution de la demande de soins, avec une population qui est vieillissante, avec des maladies chroniques qui sont de plus en plus prégnantes. C'est une réponse à l'évolution de l'offre de soins et ce problème de démographie médicale. C'est aussi une réponse à l'évolution de la sociologie des jeunes médecins, avec une féminisation qui est de plus en plus importante. Et c'est comme ça. Moi, je me dis que c'est bien. C'est la journée de la femme, donc on va dire que c'est très bien. Mais ça pose... Voilà, c'est autre chose, donc il faut penser l'exercice de la médecine autrement. Et en particulier, les jeunes aujourd'hui ont un désir d'exercice coopératif. Ils n'ont plus envie d'exercer tout seul dans un cabinet, donc ils ont envie d'un exercice coopératif. Et il faut bien évidemment en tenir compte. On en pense ce qu'on veut, mais il faut en tenir compte. C'est aussi une réponse à la nécessité d'une amélioration des conditions de travail, parce que le moins on est nombreux, le plus on a de travail, le plus on a envie d'arrêter. Donc je crois que si on ne veut pas tomber dans le burn-out, il faut améliorer nos conditions de travail. C'est une réponse à la nécessité du maintien d'une médecine de proximité, on l'a déjà dit tout à l'heure. La médecine de proximité, c'est fondamental, mais encore faut-il que cette médecine de proximité soit une médecine de qualité. Et puis c'est une réponse à la nécessité d'intégrer, bien sûr, toutes ces contraintes médico-économiques que l'on connaît. Ceci étant, une maison des spécialistes, ça doit coller au contexte local. Il n'est pas question de faire un modèle unique, prêt à l'emploi. Il n'y a pas chaque territoire est différent, le contexte est différent, et je pense qu'il faut, à partir du contexte, il faut construire sa maison des spécialistes, je dirais à partir d'une boîte à idées et à outils auquel notre projet de la Nièvre va largement contribuer. Voilà. Alors, les points bloquants, oui, bien sûr, oui, je vous ai dit déjà, le problème, c'est le portage immobilier et son financement, ça, c'est sûrement un point bloquant. Le cadre juridique, un peu. Il faut monter un groupe projet de médecins motivés. C'est vrai que quand vous avez affaire à des médecins qui sont surchargés de travail, qui sont à la limite du burn-out et qu'ils sont plus près de la retraite, ils n'ont pas forcément... Leur dire, allez, il va falloir se bouger et monter quelque chose, ce n'est pas forcément évident, mais je crois que si on est convaincant, on y arrive. Et puis, il faut convaincre les instances régionales, territoriales, etc. Et ça, pour ça, il me semble qu'il y a un levier qui est absolument nécessaire. Il faut qu'il y ait absolument cette décision politique et de créer une structure, un cadre national chargé d'aider au regroupement des spécialités cliniques de proximité.
en lien avec les ARS, puisque c'est maintenant les ARS qui pilotent la politique de santé au niveau des régions. On a fait cela pour les généralistes, il faut aussi faire ça pour les spécialistes cliniciens. Et on a besoin de ce cadre, on a besoin d'un cadre, on n'a pas de juridique, on a besoin de financement. On demande juste d'aider à mettre en place ces projets. Ça ne va pas au-delà, mais on a besoin de cela. Voilà. Et je voudrais maintenant dire un petit mot de ma spécialité que je connais bien et que Claude connaît bien, c'est-à-dire l'endocrino-diabétologie, qu'on peut qualifier d'archétype des spécialités cliniques. C'est une spécialité qui est fortement féminisée. Bon, ça tombe bien, c'est la journée de la femme. 70% de femmes en endocrino, et ça ne fait qu'augmenter, puisqu'actuellement 9 internes sur 10 sont des femmes. Par contre, une spécialité qui est relativement jeune, je dis relativement par rapport à d'autres spécialités, avec un âge moyen de 47 ans, qui est attractive, c'est-à-dire que c'est une spécialité qui est bien choisie lors des épreuves classantes nationales, avec une démographie qui est dynamique, c'est-à-dire qu'on est plutôt en effectif croissant par rapport à d'autres spécialités. Il faut dire aussi qu'on est une spécialité jeune, qui a à peine 30 ans d'existence, donc ça explique sûrement cela. La moitié de l'effectif de la spécialité, la moitié c'est des endocrinolibéraux, l'autre moitié sont à l'hôpital. Mais, aujourd'hui, 9 jeunes sur 10 choisissent désormais le secteur hospitalier, en sachant qu'en 2010, vous avez eu 0 installation libérale. Donc c'est ça maintenant le problème. Pourquoi ? Pourquoi ? Alors, il y a plein de raisons, mais alors il y en a une particulière, c'est que les revenus libéraux des endocrinos sont les plus bas de tous les revenus médicaux. Et j'insiste, on est la lanterne rouge, c'est pas une fierté, c'est une réalité. Et quand on parle on parle beaucoup des généralistes, on le disait tout à l'heure, nos revenus sont 30% inférieurs à ceux des généralistes. Et surtout, entre 2002 et 2009, on a eu une perte de pouvoir d'achat de 20%. 2 tiers des endocrinos sont en secteur 2, mais quand on regarde les revenus des endocrinos en secteur 2, ils sont supérieurs de 12% seulement par rapport au secteur 1. Ça permet quand même de relativiser sérieusement ce qu'on appelle les dépassements d'honoraires, et qu'il faudrait quand même plutôt qualifier de complément d'honoraires. Et quand on voit la réalité, on peut se poser des questions quand même. Et là, je voudrais dire quand même que j'ai lu récemment un article dans Le Point qui consacrait un dossier sur les revenus, sur les salaires en général, dont un chapitre sur les médecins et un chapitre en particulier sur les médecins libéraux, où on citait les endocrinologues, un seul et unique endroit, c'était ceux des dépassements d'honoraires. Alors je suppose que c'est parce qu'il y a 2 tiers des libéraux qui sont, 2 tiers des endocrinolobéraux qui sont en secteur 2. Si c'est ça, la raison pour laquelle on a vu ça dans Le Point, je trouve ça assez désolant, parce que par contre, pas un mot des endocrinos au niveau des revenus. On a cité des spécialités qui ont des revenus plutôt bas, mais les endocrinos pas. Donc on cite les endocrinos uniquement pour dire qu'ils font des dépassements d'honoraires. Je crois qu'il y a de quoi donner des boutons quand même. Hein. Et pour finir, nous on a des consultations qui sont des consultations longues, et je dis bien scandaleusement, et je pèse mes mots, sous-tarifées. Ça fait quand même des années que ça dure. Il y a une insuffisance de valorisation de l'acte intellectuel qui caractérise l'expertise clinique. On partage ça avec d'autres spécialités cliniques. Mais en endocrino, c'est particulièrement flagrant. On nous annonce la CCAM clinique depuis des années. Mais en fait, ça a quand même l'allure d'une arlésienne parce qu'on en entend parler, mais on ne voit rien venir. Et je dois dire qu'aujourd'hui, on arrive à un niveau où on ne va plus attendre. On ne veut plus attendre. Je le dis très clairement. Il faut absolument faire quelque chose. Là, on est dans le mur. Alors, on va attendre quoi ? Il faut que cette CCAM clinique qui est dans la Convention prenne enfin, qu'on s'y intéresse enfin et qu'on fasse quelque chose. Il faut quand même qu'on soit rémunéré en fonction du temps qu'on passe. Ça me paraît évident. Et qu'on ne me dise pas que c'est difficile de mettre en place ce genre de choses, c'est pas vrai. Il suffit de... On a des idées. Si les gens ne savent pas quoi faire, ils ont qu'à venir nous voir, on a des idées. On a des consultants de proximité qui prennent en charge des pathologies chroniques dont la prévalence est de plus en plus élevée. Le diabète, l'obésité, les pathologies thyroïdiennes, ça veut dire augmentation des coûts, des dépenses de santé. Pourtant, ces pathologies sont de plus en plus à vocation ambulatoire. On hospitalise de moins en moins, on devrait hospitaliser de moins en moins, et on devrait prendre de plus en plus en charge ces patients en ambulatoire, et en particulier en cabinet libéral, avec éventuellement les d'autres professionnels de santé avec qui on est prêt à travailler, dans une communauté de soins qui doit être réfléchie. Et ça, ce sera un facteur de diminution des dépenses de santé. Je vais vous dire qu'il n'y a pas de commune mesure entre le coût d'une mise à l'insuline en cabinet de ville et le coût d'une mise à l'insuline à l'hôpital. C'est 10 fois supérieur, alors qu'on peut très bien le faire en ambulatoire.
Bien sûr, quand on est compétent pour le faire, ce qui est le cas des endocrinos. Voilà, donc la restauration de l'activité du secteur libéral, c'est non seulement indispensable, mais je veux dire, c'est du simple bon sens. Si on veut diminuer les dépenses de santé, si on veut diminuer les coûts, c'est du simple bon sens. Donc je voudrais bien que les politiques ouvrent enfin les yeux, arrêtent d'être dans l'idéologie de je ne sais quoi, et regardent un peu les choses en face, et on est prêt à leur ouvrir les yeux s'il le faut. Je vous remercie. Merci de tant de passion. Et voilà, c'est vraiment... C'est la réponse à votre question. Qu'est-ce que propose l'UMSP, hein? Voilà. Alors, ce projet de maison des spécialistes, on le porte avec Claude Collat depuis 4 ans. On l'a présenté au ministère, on l'a présenté au Conseil de l'Ordre, on l'a présenté... Partout, on nous a dit, c'est très bien, vous avez raison. Et notre confrère le montre. Hein. Je dirais, que fait l'ARS? Quand on voit les sommes considérables qui sont mises dans des réseaux plus ou moins fumeux, hein, sur des organisations... hypothétique, là, on a un véritable moyen de conserver et d'attirer des spécialités cliniques dans des régions qui sont en train de se désertifier. On a la réponse. Hein. Les députés qui régulièrement font des effets de manche à l'Assemblée nationale, eh bien, qu'est-ce qu'ils font? Pourquoi ils ne donnent pas à la secrétaire des ARS, Mme Bargon, comme mission de dire, mais voilà, il y a une maison à Nevers, que notre confrère ait des difficultés pour financer sa maison à Nevers, c'est une aberration dans le cadre du monde politique actuel. Et voilà ce que l'on portera au prochain ministre de la Santé, quelle que soit sa couleur politique. Parce que là, on est dans les réalités. Hein. Au lieu de dire les médecins spécialistes ne vont plus, et les généralistes, les médecins ne vont plus dans les déserts, là, on a un moyen de répondre avec... des médecins qui sont vieillissants, faut le dire, hein, on n'a plus 20 ans, hein, mais qui s'engagent. Et surtout, il reprend vraiment ce qu'on dit, c'est-à-dire qu'il faut faire des maisons à la carte, hein, qui permettent aux médecins de tous âges de s'impliquer plus ou moins, et surtout d'attirer les jeunes. Le problème juridique, ça je pense qu'il est facile, hein, il suffit de faire passer un amendement à l'Assemblée nationale pour adapter les CISA, hein, c'est une ligne. Hein. Le problème juridique doit être très facilement réglé. Mais voilà, mais c'est ce qu'on dira. Voilà un des projets concrets que l'UMSP portera au prochain ministre. Dans ce cas, les CISA, c'est de dire que les CISA, c'est les maisons pluridisciplinaires, hein, c'est de dire que ce système juridique de CISA peut s'appliquer également à des maisons plurispécialistes. Voilà, parce que dans les CISA, dans les maisons de santé pluridisciplinaires, c'est médecins généralistes et paramédicaux. Voilà. Nous, on est que des médecins. Voilà. Donc c'est juste un point. Donc le statut ne peut pas s'appliquer stricto sensu. Parce que c'est juste là, c'est une phrase. Donc, à mon avis, ça c'est le côté le plus facile. Mais que dans son département, que le conseil général, que la ville, que l'ARS, parce que vraiment, hein, quand on a fait campagne, quand l'UMSP a fait campagne pour les ARS, nous on a dit 2 choses à nos mandants. 1, vous vous occupez de la permanence des soins en clinique, parce que il est totalement anormal que depuis 20 ans, des médecins spécialistes soient mobilisés dans la permanence des soins en clinique, on en parlera tout à l'heure, sans être rémunérés. Et la deuxième chose pour les spécialistes, c'est regrouper, porter notre projet de maison des spécialistes. Alors quand on voit parfois dans les ARS, dans les URPS, le nombre de commissions, disons un peu des commissions Théodule, hein, pour s'occuper de tout un tas de choses qui me semblent sûrement très intéressantes sur le plan intellectuel, mais qui ne répondent pas à la demande des médecins spécialistes. Nous, on l'a répété avec Michel Chassan à nos représentants des URPS, on est majoritaire en plus de ça avec le SML. Eh bien, occupez-vous de la problématique immédiate des médecins spécialistes libéraux. Et ça, c'est un exemple. Et je trouve qu'il faut que l'URPS de Bourgogne trouve les moyens financiers, que la ville de Nevers aussi, le conseil général. Sinon, après, il ne faudra pas nous dire dans 5 ans, il n'y a plus de médecins spécialistes à Nevers. Et ça, on peut le reproduire partout. Donc là, on est dans le concret, on a le schéma, on a tout l'argumentaire. Et les médecins, bien sûr, sont prêts à s'investir, mais il est quand même normal que ça soit... On est dans l'aménagement du territoire.
Quand le politique veut maintenir une usine, il trouve les moyens financiers. Eh bien, si le politique veut maintenir la médecine spécialisée de proximité, il faut qu'on ait les mêmes moyens financiers, qui seront d'ailleurs, après, il y a des loyers, il y a des moyens mais il faut qu'il y ait une mise de fonds initiale. On ne peut pas demander, dans ces spécialités, avec des gens qui ont passé 55 ans, d'investir financièrement pour 15 ans. Est-ce que la création des fonds régionaux desquels c'est finir pourrait être une réponse? Oui. Pas forcément pour l'immobilier. Pour l'immobilier, il faut différent. Il faut qu'il y ait une volonté. Je sais, s'il y a une volonté politique, regardez ce qui se passe actuellement pour le Jabi ou ailleurs. Quand il y a une volonté politique, tu trouves le lendemain les millions qu'il faut. Parce qu'ils ignorent. Ah non, alors, le politique, droite et gauche, c'est irrationnel. Ils hurlent à l'Assemblée nationale régulièrement, les médecins ne s'installent plus, les médecins ne veulent pas aller dans les zones défavorisées. Là, on a des projets. Et ce projet, on se voit assez souvent, les maisons des spécialistes, ça fait 3 ans qu'on le porte avec Claude Collin. On l'a porté partout. Tout le monde nous sait bien. Et là, on a la réalité. Il y a une autre maison qui est en train de se créer en Normandie. Là, on rentre dans la réalité. Et on s'aperçoit que dans la réalité de terrain, il manque quelques millions. Parce que là, c'est quelques millions. C'est rien. Je voudrais juste rajouter quelque chose, un commentaire important. Il me semble que j'avais eu l'occasion de porter ce projet devant l'HAS à Lyon, au niveau national, et qu'en fait, le soutien venait aussi des médecins généralistes. C'est-à-dire qu'ils voient d'un très très bon œil la création de ces maisons de spécialistes, simplement pour ne pas déserter une région où finalement il y avait un potentiel aussi pour eux de s'installer à côté d'eux. Et je trouve que ça c'est très important. Et ça, je suis d'accord avec toi, c'est très important. Et là, j'en ai parlé tout à l'heure, on est prêt à faire des partenariats. Les médecins généralistes sont très inquiets à l'idée de voir disparaître les spécialistes. Ils vont adresser leurs patients à qui demain? Pour avoir des avis? À qui vont les adresser? Donc on est tous dans la même... Ces projets, on les a portés ensemble avec Michel Combier. Il n'y a pas d'opposition. Parce que les médecins généralistes ont besoin de spécialistes. Oublions les digressions nationales. Mais sur le terrain, il n'y a pas d'opposition. Vous retenez un problème immobilier, mais dans les formules de regroupement possibles, il y a le pôle de santé qui ne nécessite pas d'immobilier. Si, là, il nous faut de l'immobilier parce qu'on a une maison d'exercice. Puis on a aussi un centre pour faire un plateau technique, etc. Il faut qu'on ait des locaux. Et ces locaux, c'est qui va faire le portage immobilier? Le portage immobilier, c'est une décision à prendre. Il faut que la décision soit prise par exemple, je ne sais pas, par la communauté d'agglomération, par le conseil régional, je ne sais qui, de porter ce projet. Les médecins qui vont travailler dedans, ils vont payer un loyer. D'accord? Donc il faut simplement qu'il y ait quelqu'un qui porte le projet. Bon, et le problème, c'est qu'on est dans un département qui est quand même défavorisé, et le maire, qui est tout à fait d'accord avec moi pour ce projet, me dit mais moi j'ai pas l'argent pour le faire. Voilà, parce qu'on est une ville qui Bien sûr. Qui dépérit. C'est différent, parce que les cliniques rue, c'est différent. Alors, pôle de santé, c'est complémentaire. Pôle de santé, c'est un des éléments aussi importants, mais là, il faut quand même. Si on veut garder ces spécialités cliniques, si on veut que les jeunes ne veulent pas s'installer d'une manière isolée, donc si on veut que des jeunes aillent s'installer à Nevers, il faut qu'il y ait une entité physique. Il faut qu'il y ait cette maison des spécialistes. Les pôles de santé, c'est complémentaire. C'est dans des endroits où les gens travaillent mieux en coopération. C'est d'ailleurs, quand on a développé le concept de maison des spécialistes, on l'a même chiffré, on a fait 2 concepts. Le concept maison des spécialistes physique, et ça coûte pour mise en place 17 000 € par an initial par praticien. C'est ça, l'investissement initial, on l'a présenté dans un projet que vous avez et qu'on vous renvoie. Et par contre, s'ils veulent s'organiser en coordination en pôle de santé, il faut un investissement de 8 à 9 000 € parce que c'est le système informatique. Mais on a vraiment besoin que, au niveau national, le futur ministre, ça sera vraiment le projet que l'UMSP portera avec la CCMF en priorité au prochain ministre de la Santé. En disant, arrêtons de pleurer à l'Assemblée nationale, soyons efficaces, donnez-nous les moyens.